Bonjour. Aujourd'hui, 20 000 sous les mers de Jules Verne. Deuxième partie, chapitre 10. Les houillères sous-marines. Le lendemain, 20 février, je me réveillai fort tard. Les fatigues de la nuit avaient prolongé mon sommeil jusqu'à 11 heures. Je m'habillai promptement, j'avais hâte de connaître la direction du Nautilus. Les instruments m'indiquèrent qu'il courait toujours vers le sud, avec une vitesse de 20 miles à l'heure par une profondeur de 100 mètres. Conseil entra. Je lui racontai notre excursion nocturne, et les panneaux étant ouverts, il put encore entrevoir une partie de ce continent submergé. En effet, le Nautilus rasait à 10 mètres du sol seulement la plaine de l'Atlantide. Il filait comme un ballon emporté par le vent au-dessus des prairies terrestres. Mais il serait plus vrai de dire que nous étions dans ce salon comme dans le wagon d'un train express. Les premiers plans qui passaient devant nos yeux, c'étaient des rocs découpés fantastiquement, des forêts d'arbres passées du règne végétal au règne animal, et dont l'immobile silhouette grimaçait sous les flots. C'étaient aussi des masses pierreuses enfouies sous des tapis d'axidies et d'anémones, hérissées de longues hydrophytes verticales, puis des blocs de lave étrangement contournés qui attestaient toute la fureur des expansions plutoniennes. Tandis que ces sites bizarres resplendissaient sous nos feux électriques, je racontais à Conseil l'histoire de ces Atlantes qui, au point de vue purement imaginaire, inspirèrent abahi tant de pages charmantes. Je lui disais les guerres de ces peuples héroïques. Je discutais la question de l'Atlantide en homme qui ne peut plus douter. Mes conseils distraits m'écoutaient peu, et son indifférence à traiter ce point historique me fut bientôt expliquée. En effet, de nombreux poissons attiraient ses regards. Et quand passaient des poissons, Conseil, emporté dans les abîmes de la classification, sortait du monde réel. Dans ce cas, je n'avais plus qu'à le suivre et à reprendre avec lui nos études ichtyologiques. Du reste, ces poissons de l'Atlantique ne différaient pas sensiblement de ceux que nous avions observés jusqu'ici. C'étaient des raies d'une taille gigantesque, longues de 5 mètres et douées d'une grande force musculaire qui leur permet de s'élancer au-dessus des flots. Des squales d'espèces diverses, entre autres, un glauque de 15 pieds, à dents triangulaires et aiguës, que sa transparence rendait presque invisible au milieu des eaux. Des sagres bruns, des humantins en forme de prisme et cuirassés d'une peau tuberculeuse, des esturgeons semblables à leurs congénères de la Méditerranée, des syngnathes trompettes, longs d'1 pied et demi, jaune-brun, pourvus de petites nageoires grises, sans dents ni langue, et qui défilaient comme de fins et souples serpents. Parmi les poissons osseux, Conseil nota des macaïras noirâtres, longs de 3 mètres et armés à leur mâchoire supérieure d'une épée perçante, des vives aux couleurs animées, connus du temps d'Aristote sous le nom de dragons marins, et que les aiguillons de leur dorsale rendent très dangereux à saisir. Puis des coryphèmes, au dos brun rayé de petites raies bleues et encadrés dans une bordure d'or, de belles dorades, des chrysotones lunes, sorte de disques à reflets d'azur, qui, éclairés en dessus par les rayons solaires, formaient comme des taches d'argent, enfin des xiphias espadons, longs de 8 mètres, marchant par troupes, portant des nageoires jaunâtres taillées en faux et de longues glaives de 6 pieds. Intrépides animaux, plutôt herbivores que piscivores, qui obéissaient au moindre signe de leurs femelles comme des maris bien stylés. Mais tout en observant ces divers échantillons de la faune marine, je ne laissais pas d'examiner les longues plaines de l'Atlantide. Parfois, de capricieux accidents du sol obligeaient le Nautilus à ralentir sa vitesse, et il se glissait alors avec l'adresse d'un cétacé dans d'étroits étranglements de collines. Si ce labyrinthe devenait inextricable, l'appareil s'élevait alors comme un aérostat, et l'obstacle franchi, il reprenait sa course rapide à quelques mètres au-dessus du fond. Admirable et charmante navigation qui rappelait les manœuvres d'une promenade aérostatique, avec cette différence toutefois que le Nautilus obéissait passivement à la main de son timonier. Vers 4 heures du soir, le terrain, généralement composé d'une vase épaisse et entremêlée de branches minéralisées, se modifia peu à peu. Il devint plus rocailleux et parut semé de conglomérats, de tufs basaltiques avec quelques semis de lave et d'obsidienne sulfureuse. Je pensais que la région des montagnes allait bientôt succéder aux longues plaines, et en effet, dans certaines évolutions du Nautilus, j'aperçus l'horizon méridional barré par une haute muraille qui semblait fermer toute issue. Son sommet dépassait évidemment le niveau de l'océan. Ce devait être un continent, ou tout au moins une île, soit une des Canaries, soit une des îles du Cap-Vert.
Le point n'ayant pas été fait, à dessein peut-être, j'ignorais notre position. En tout cas, une telle muraille me parut marquer la fin de cette Atlantide, dont nous n'avions parcouru en somme qu'une minime portion. La nuit n'interrompit pas mes observations. J'étais resté seul. Conseil avait regagné sa cabine. Le Nautilus, ralentissant son allure, voltigeait au-dessus des masses confuses du sol, tantôt les effleurant comme s'il eût voulu s'y poser, tantôt remontant capricieusement à la surface des flots. J'entrevoyais alors quelques vives constellations à travers le cristal des eaux, et précisément 5 ou 6 de ces étoiles zodiacales qui traînent à la queue d'Orion. Longtemps encore, je serais resté à ma vitre, admirant les beautés de la mer et du ciel, quand les panneaux se refermèrent. À ce moment, le Nautilus était arrivé à l'aplomb de la haute muraille. Comment manœuvrait-il? Je ne pouvais le deviner. Je regagnai ma chambre. Le Nautilus ne bougeait plus. Je m'endormis avec la ferme intention de me réveiller après quelques heures de sommeil. Mais le lendemain, il était 8 heures lorsque je revins au salon. Je regardai le manomètre. Il m'apprit que le Nautilus flottait à la surface de l'océan. J'entendais d'ailleurs un bruit de pas sur la plateforme. Cependant, aucun roulis ne trahissait l'ondulation des lames supérieures. Je montai jusqu'au panneau. Il était ouvert. Mais au lieu du grand jour que j'attendais, je me vis environné d'une obscurité profonde. Où étions-nous? M'étais-je trompé? Faisait-il encore nuit? Non. Pas une étoile ne brillait, et la nuit n'a pas de ces ténèbres absolues. Je ne savais que penser quand une voix me dit « C'est vous, monsieur le professeur ?»« Ah, capitaine Nemo, répondis-je, où sommes-nous ?»« Sous terre, monsieur le professeur. »« Sous terre, m'écriai-je, et le Nautilus flotte encore ?»« Il flotte toujours, mais je ne comprends pas. Attendez quelques instants, notre fanal va s'allumer, et si vous aimez les situations claires, vous serez satisfait. » Je mis le pied sur la plateforme et j'attendis. L'obscurité était si complète que je n'apercevais même pas le capitaine Nemo. Cependant, en regardant au zénith, exactement au-dessus de ma tête, je crus saisir une lueur indécise, une sorte de demi-jour qui emplissait un trou circulaire. En ce moment, le fanal s'alluma soudain, et son vif éclat fit évanouir cette vague lumière. Je regardais, après avoir un instant fermé mes yeux éblouis par le jet électrique. Le Nautilus était stationnaire. Il flottait auprès d'une berge disposée comme un quai. Cette mer qui le supportait en ce moment, c'était un lac emprisonné dans un cirque de murailles qui mesurait 2 miles de diamètre, soit 6 miles de tour. Son niveau, le manomètre l'indiquait, ne pouvait être que le niveau extérieur, car une communication existait nécessairement entre ce lac et la mer. Les hautes parois, inclinées sur leur base, s'arrondissaient en voûte et figuraient un immense entonnoir retourné, dont la hauteur comptait 500 ou 600 mètres. Au sommet s'ouvrait un orifice circulaire par lequel j'avais surpris cette légère clarté, évidemment due au rayonnement diurne. Avant d'examiner plus attentivement les dispositions intérieures de cette énorme caverne, avant de me demander si c'était là l'ouvrage de la nature ou de l'homme, j'allai vers le capitaine Nemo. « Où sommes-nous » dis-je. « Au centre même d'un volcan éteint » me répondit le capitaine. « Un volcan dont la mer a envahi l'intérieur à la suite de quelques convulsions du sol. Pendant que vous dormiez, monsieur le professeur, le Nautilus a pénétré dans ce lagon par un canal naturel ouvert à 10 mètres au-dessous de la surface de l'océan. C'est ici son port d'attache, un port sûr, commode, mystérieux, abrité de tous les rhumbs du vent. Trouvez-moi sur les côtes de vos continents ou de vos îles une rade qui vaille ce refuge assuré contre la fureur des ouragans. » « En effet, répondis-je, ici vous êtes en sûreté, capitaine Nemo. Qui pourrait vous atteindre au centre d'un volcan? Mais à son sommet, n'ai-je pas aperçu une ouverture? Oui, son cratère, un cratère rempli jadis de lave, de vapeur et de flammes, et qui maintenant donne passage à cet air vivifiant que nous respirons. Mais quelle est donc cette montagne volcanique, demandai-je. Elle appartient à un des nombreux îlots dont cette mer est semée. Simple écueil pour les navires, pour nous caverne immense. Le hasard me l'a fait découvrir et en cela, le hasard m'a bien servi. Mais ne pourrait-on descendre par cet orifice qui forme le cratère du volcan? Pas plus que je ne saurais y monter. Jusqu'à 100 de pieds, la base intérieure de cette montagne est praticable, mais au-dessus, les parois surplombent et leur rampe ne pourrait être franchie. Je vois, capitaine, que la nature vous sert partout et toujours. Vous êtes en sûreté sur ce lac, et nul que vous n'en peut visiter les eaux. Mais à quoi bon ce refuge? Le Nautilus n'a pas besoin de port. Non, monsieur le professeur, mais il a besoin d'électricité pour se mouvoir,
d'éléments pour produire son électricité, de sodium pour alimenter ses éléments, de charbon pour faire son sodium, et de houillère pour extraire son charbon. Or, précisément ici, la mer recouvre des forêts entières qui furent enlisées dans les temps géologiques. Minéralisées maintenant et transformées en houille, elles sont pour moi une mine inépuisable. Vos hommes, capitaine, font-ils donc ici le métier de mineur ? Précisément, ces mines s'étendent sous les flots comme les houillères de Newcastle. C'est ici que, revêtus du scaphandre, le pic et la pioche à la main, mes hommes vont extraire cette houille que je n'ai même pas demandée aux mines de la terre. Lorsque je brûle ce combustible pour la fabrication du sodium, la fumée qui s'échappe par le cratère de cette montagne lui donne encore l'apparence d'un volcan en activité. Et nous les verrons à l'œuvre, vos compagnons ? Non, pas cette fois du moins, car je suis pressé de continuer notre tour du monde sous-marin. Aussi me contenterai-je de puiser aux réserves de sodium que je possède. Le temps de les embarquer, c'est-à-dire un jour seulement, et nous reprendrons notre voyage. Donc, si vous voulez parcourir cette caverne et faire le tour du lagon, profitez de cette journée, monsieur Aronnax. Je remerciai le capitaine et j'allai chercher mes 2 compagnons qui n'avaient pas encore quitté leur cabine. Je les invitai à me suivre sans leur dire où ils se trouvaient. Ils montèrent sur la plateforme. Conseil, qui ne s'étonnait de rien, regarda comme une chose très naturelle de se réveiller sous une montagne après s'être endormi sous les flots. Mais Ned Land n'eut d'autre idée que de chercher si la caverne présentait quelque issue. Après déjeuner vers 10 heures, nous descendions sur la berge. « Nous voici donc encore une fois à terre, dit Conseil. »« Je n'appelle pas cela la terre, répondit le Canadien. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas dessus, mais dessous. » Entre le pied des parois de la montagne et les eaux du lac se développait un rivage sablonneux qui, dans sa plus grande largeur, mesurait 500 pieds. Sur cette grève, on pouvait faire aisément le tour du lac, mais la base des hautes parois formait un sol tourmenté, sur lequel gisaient, dans un pittoresque entassement, des blocs volcaniques et d'énormes pierres ponces. Toutes ces masses désagrégées, recouvertes d'un émail poli sous l'action des feux souterrains, resplendissaient au contact des jets électriques du fanal. La poussière micacée du rivage, que soulevaient nos pas, s'envolait comme une nuée d'étincelles. Le sol s'élevait sensiblement, s'éloignant du relais des flots, et nous fûmes bientôt arrivés à des rampes longues et sinueuses, véritables raidillons qui permettaient de s'élever peu à peu. Mais il fallait marcher prudemment au milieu de ces conglomérats, qu'aucun ciment ne reliait entre eux, et le pied glissait sur ces trachytes vitreux faits de cristaux de feldspath et de quartz. La nature volcanique de cette énorme excavation s'affirmait de toutes parts. Je le fis observer à mes compagnons. « Vous figurez-vous, leur demandai-je, ce que devait être cet entonnoir lorsqu'il s'emplissait de lave bouillonnante et que le niveau de ce liquide incandescent s'élevait jusqu'à l'orifice de la montagne, comme la fonte sur les parois d'un fourneau ?»« Je me le figure parfaitement, répondit Conseil. Mais monsieur me dira-t-il pourquoi le grand fondeur a suspendu son opération, et comment il se fait que la fournaise est remplacée par les eaux tranquilles d'un lac ? Très probablement, Conseil, parce que quelque convulsion a produit au-dessous de la surface de l'océan cette ouverture qui a servi de passage au Nautilus. Alors les eaux de l'Atlantique se sont précipitées à l'intérieur de la montagne. Il y a eu lutte terrible entre les 2 éléments, lutte qui s'est terminée à l'avantage de Neptune. Mais bien des siècles se sont écoulés depuis lors, et le volcan submergé s'est changé en grotte paisible. Très bien, répliqua Ned Land. J'accepte l'explication, mais je regrette, dans notre intérêt, que cette ouverture dont parle monsieur le professeur ne se soit pas produite au-dessus du niveau de la mer. Mais, ami Ned, répliqua Conseil, si ce passage n'eût pas été sous-marin, le Nautilus n'aurait pas pu y pénétrer. Et j'ajouterai, maître Land, que les eaux ne se seraient pas précipitées sous la montagne, et que le volcan serait resté volcan. Donc vos regrets sont superflus. Notre ascension continua. Les rampes se faisaient de plus en plus raides et étroites. De profondes excavations les coupaient parfois, qu'il fallait franchir. Des masses surplombantes voulaient être tournées. On se glissait sur les genoux, on rampait sur le ventre. Mais l'adresse de Conseil et la force du Canadien aidant, tous les obstacles furent surmontés. À une hauteur de 30 mètres environ, la nature du terrain se modifia, sans qu'il devînt plus praticable. Aux conglomérats et aux trachytes succédèrent de noirs basaltes, ceux-ci étendus par nappes toutes grumelées de soufflures. Ceux-là formant des prismes réguliers, disposés comme une colonnade qui supportait les retombées de cette voûte immense, admirable spécimen de l'architecture naturelle. Puis entre ces basaltes serpentaient de longues coulées de lave refroidie, incrustées de raies bitumeuses, et par places s'étendaient de larges tapis de soufre.
Un jour plus puissant, entrant par le cratère supérieur, inondait d'une vague clarté toutes ces déjections volcaniques, à jamais ensevelies au sein de la montagne éteinte. Cependant, notre marche ascensionnelle fut bientôt arrêtée, à une hauteur de 250 pieds environ, par d'infranchissables obstacles. La voussure intérieure revenait en surplomb, et la montée dut se changer en promenade circulaire. À ce dernier plan, le règne végétal commençait à lutter avec le règne minéral. Quelques arbustes et même certains arbres sortaient des anfractuosités de la paroi. Je reconnus des euphorbes qui laissaient couler leur suc caustique, des héliotropes, très inhabiles à justifier leur nom, puisque les rayons solaires n'arrivaient jamais jusqu'à eux, penchaient tristement leurs grappes de fleurs, aux couleurs et aux parfums à demi passés. Çà et là, quelques chrysanthèmes poussaient timidement au pied d'aloès à longues feuilles tristes et maladifs. Mais entre les coulées de lave, j'aperçus de petites violettes encore parfumées d'une légère odeur, et j'avoue que je les respirais avec délice. Le parfum, c'est l'âme de la fleur, et les fleurs de la mer, ces splendides hydrophytes, n'ont pas d'âme. Nous étions arrivés au pied d'un bouquet de dragonniers robustes, qui écartaient les roches sous l'effort de leurs musculeuses racines, quand Ned Land s'écria. « Ah, monsieur, une ruche !»« Une ruche » répliquai-je en faisant un geste de parfaite incrédulité. « Oui, une ruche » répéta le Canadien, « et des abeilles qui bourdonnent autour. » Je m'approchai, je dus me rendre à l'évidence. Il y avait là, à l'orifice d'un trou creusé dans le tronc d'un dragonnier, quelques milliers de ces ingénieux insectes, si communs dans toutes les Canaries, et dont les produits sont particulièrement estimés. Tout naturellement, le Canadien voulut faire sa provision de miel, et j'aurais eu mauvaise grâce à m'y opposer. Une certaine quantité de feuilles sèches, mélangées de soufre, s'allumèrent sous l'étincelle de son briquet, et il commença à enfumer les abeilles. Les bourdonnements cessèrent peu à peu, et la ruche, éventrée, livra plusieurs livres d'un miel parfumé. Ned Land en remplit son havresac. « Quand j'aurai mélangé ce miel avec la pâte de l'Artocarpus, nous dit-il, je serai en mesure de vous offrir un gâteau succulent. »« Parbleu, fit Conseil, ce sera du pain d'épices. »« Va pour le pain d'épices, dis-je, mais reprenons cette intéressante promenade. » À certains détours du sentier que nous suivions alors, le lac apparaissait dans toute son étendue. Le fanal éclairait en entier sa surface paisible, qui ne connaissait ni les rides ni les ondulations. Le Nautilus gardait une immobilité parfaite. Sur sa plateforme et sur la berge s'agitaient les hommes de son équipage, ombres noires nettement découpées au milieu de cette lumineuse atmosphère. En ce moment, nous contournions la crête la plus élevée de ces premiers plans de roches qui soutenaient la voûte. Je vis alors que les abeilles n'étaient pas les seuls représentants du règne animal à l'intérieur de ce volcan. Des oiseaux de proie planaient et tournoyaient çà et là dans l'ombre, ou s'enfuyaient de leurs nids perchés sur les pointes de roc. C'étaient des éperviers au ventre blanc et des crécelles criardes. Sur les pentes détalaient aussi, de toute la rapidité de leurs échasses, de belles et grasses outardes. Je laisse à penser si la convoitise du Canadien fut allumée à la vue de ce gibier savoureux, et s'il regretta de ne pas avoir un fusil entre les mains. Il essaya de remplacer le plomb par des pierres, et après plusieurs essais infructueux, il parvint à blesser une de ces magnifiques outardes. Dire qu'il risqua 20 fois sa vie pour s'en emparer, ce n'est que vérité pure. Mais il fit si bien que l'animal alla rejoindre dans son sac les gâteaux de miel. Nous dûmes alors redescendre vers le rivage, car la crête devenait impraticable. Au-dessus de nous, le cratère béant apparaissait comme une large ouverture de puits. De cette place, le ciel se laissait distinguer assez nettement, et je voyais courir des nuages échevelés par le vent d'ouest, qui laissaient traîner jusqu'au sommet de la montagne leurs brumeux haillons. Preuve certaine que ces nuages se tenaient à une hauteur médiocre, car le volcan ne s'élevait pas à plus de 800 pieds au-dessus du niveau de l'océan. Une demi-heure après le dernier exploit du Canadien, nous avions regagné le rivage intérieur. Ici, la flore était représentée par de larges tapis de cette criste marine, petites plantes ombellifères très bonnes à confire, qui portent aussi les noms de perce-pierre, de passe-pierre et de fenouil marin. Conseil en récolta quelques hôtes. Quant à la faune, elle comptait par milliers des crustacés de toutes sortes, des homards, des crabes tourteaux, des palémons, des mysis, des faucheurs, des galatées et un nombre prodigieux de coquillages, porcelaines, rochers et patelles. En cet endroit s'ouvrait une magnifique grotte. Mes compagnons et moi nous prîmes plaisir à nous étendre sur son sable fin. Le feu avait poli ses parois émaillées et étincelantes, toutes saupoudrées de la poussière du mica. Ned Land entâtait les murailles et cherchait à sonder leur épaisseur. Je ne pus m'empêcher de sourire. La conversation se mit alors sur les éternels projets d'évasion,
et je crus pouvoir, sans trop m'avancer, lui donner cette espérance. C'est que le capitaine Nemo n'était descendu au sud que pour renouveler sa provision de sodium. J'espérais donc que, maintenant, il rallierait les côtes de l'Europe et de l'Amérique, ce qui permettrait aux Canadiens de reprendre avec plus de succès sa tentative avortée. Nous étions étendus depuis 1 heure dans cette grotte charmante. La conversation animée au début languissait alors. Une certaine somnolence s'emparait de nous. Comme je ne voyais aucune raison de résister au sommeil, je me laissais aller à un assoupissement profond. Je rêvais, on ne choisit pas ses rêves, je rêvais que mon existence se réduisait à la vie végétative d'un simple mollusque. Il me semblait que cette grotte formait la double valve de ma coquille. Tout d'un coup, je fus réveillé par la voix de Conseil. « Alerte, alerte !» criait ce digne garçon. « Qu'y a-t-il » demandai-je, me soulevant à demi. « L'eau nous gagne !» Je me redressai, la mer se précipitait comme un torrent dans notre retraite, et décidément, puisque nous n'étions pas des mollusques, il fallait se sauver. En quelques instants, nous fûmes en sûreté sur le sommet de la grotte même. « Que se passe-t-il donc » demanda Conseil. « Quelque nouveau phénomène ?»« Eh non, mes amis, répondis-je, c'est la marée. Ce n'est que la marée qui a failli nous surprendre, comme le héros de Walter Scott. L'océan se gonfle au dehors, et par une loi toute naturelle d'équilibre, le niveau du lac monte également. Nous en sommes quittes pour un demi-bain. Allons nous changer au Nautilus. » 3/4 d'heure plus tard, nous avions achevé notre promenade circulaire, et nous rentrions à bord. Les hommes de l'équipage achevaient en ce moment d'embarquer les provisions de sodium, et le Nautilus aurait pu partir à l'instant. Cependant, le capitaine Nemo ne donna aucun ordre. Voulait-il attendre la nuit et sortir secrètement par son passage sous-marin ? Peut-être. Quoi qu'il en soit, le lendemain, le Nautilus ayant quitté son port d'attache, naviguait au large de toute terre et à quelques mètres au-dessous des flots de l'Atlantique. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve très vite pour la suite de 20 000 lieues sous les mers.